Élèves de seconde, bonjour. Nous allons voir dans cette vidéo le chapitre Principe d'inertie, ce chapitre qui se trouve dans le thème Mouvement et interaction. Donc, dans le chapitre d'avant, vous avez vu les actions mécaniques qui agissent sur un certain système, vous avez su comment les préciser, les déterminer, et qui sont modélisés par les forces, et précisément les vecteurs force. Donc, dans ce chapitre, ça va être beaucoup plus les conséquences de ces actions mécaniques sur le type de mouvement du système. Le principe d'inertie, qui est aussi la première loi de Newton, c'est une des conséquences pour les actions mécaniques qu'on va voir tout à l'heure. Voilà, donc le principe d'inertie. Vous voyez ici plein de photos, et dans ces photos, le principe d'inertie s'applique. Que ce soit par exemple un bloc de glace posé sur un camion qui démarre, que ce soit ça, c'est le jeu de curling, un parachute qui tombe avec son parachute, un astronaute dans l'espace. Donc, on va les voir, on va détailler c'est quoi le principe et puis aborder ces situations et d'autres. Donc, ce qu'on va voir dans ce chapitre, c'est la notion de principe d'inertie, pour démarrer, des applications, des exemples, et comme j'ai dit, on va un peu détailler quelques situations de ces photos. On va faire un petit rappel, bien un truc entre maths et physique qui est la résultante de plusieurs vecteurs, et précisément plusieurs vecteurs force. La contraposée, donc le contraire du principe d'inertie avec des exemples. Et comme j'ai dit avant, cette résultante de force et la relation avec le type de mouvement. Et finalement, on prendra un cas très important qui est la chute verticale. On va commencer par une petite vidéo. Et dans cette vidéo, on va voir deux applications ou bien deux phénomènes. Un qui se passe dans l'espace, donc dans la station IRSS, et un qui se passe sur Terre. C'est un astronaute qui est dans la station. Regardez comment la balle elle flotte. Une fois il souffle sur la balle, elle se déplace. La force met en mouvement un objet. Voyez, le mouvement il est rectiligne, uniforme. L'autre homme va tenir la balle. Donc, quand il arrête, donc la force peut arrêter ou bien peut modifier le mouvement. Voyez ici que la force est en train aussi de modifier la direction. Si la balle se déplace, une fois une force appliquée, sa direction change. Maintenant, voyons l'expérience qui se passe au niveau de la Terre. Le skateboard et la pomme sur le skateboard. Voilà. Donc ici, quand le skateboard a heurté le mur, le skateboard s'arrête, mais la pomme continue son mouvement. Ainsi, la force qui agit sur le skateboard, elle fait arrêter le skateboard, mais pas la pomme. Ça, c'est un bonhomme. L'exemple d'un bonhomme qui est assis sur le skateboard. Une fois que ça cogne le mur, il s'en va. Voilà. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'on met les ceintures de sécurité. Maintenant, s'il n'y avait pas de pesanteur, il continue tout droit. Mais parce qu'il y a la pesanteur, la gravité, il va tomber. Ça, c'est un troisième exemple. Pareil, la fille, on l'a arrêtée, mais l'eau a été versée. Donc, les personnes ont fait une force sur la fille pour l'arrêter, mais pas l'eau. Voyons maintenant ça. Il a mis en équilibre le crayon sur l'anneau. Une fois qu'il a enlevé l'anneau, le crayon est tombé. Il n'est pas parti avec l'anneau, il est tombé tout droit. C'est pareil pour l'exemple de cette fille. Regardez, à cause de ses patins, la fille est capable de rester par rapport au sol immobile. Regardez, elle est trop proche, elle est au même niveau que la colonne, que le poteau. Donc, une fois qu'on va enlever la table, elle est censée rester immobile, mais à cause de la gravité, elle tombe. Un exemple très évident, la pomme. La pomme, elle est au repos. Les élèves ici sont en train d'attendre et d'attendre et d'attendre, mais la pomme ne va nulle part, elle va rester au repos à sa place. On va se lancer dans le principe d'inertie. Ça, c'est la légende, l'histoire de Newton avec la pomme. C'est quoi le principe d'inertie qui est aussi appelé la première loi de Newton? Effectivement, son énoncé est très important pour savoir le mentionner. Que si les actions mécaniques qui s'exercent sur un certain objet se compensent, ça veut dire ou bien s'il n'y a pas d'action mécanique, ou bien s'il y en a, elles se compensent l'une à l'autre, l'objet va poursuivre son état.
va rester dans son état, va maintenir. S'il était au repos, il va le rester. Et s'il était en mouvement, grâce à quelque chose d'autre qui le maintient en mouvement, lui, il va continuer son mouvement, mais selon un MRU, un mouvement rectiligne uniforme. Évidemment, ce principe s'applique dans un référentiel terrestre. On l'appelle un référentiel galiléen, mais on ne va pas le prendre cette année. On va tout simplement se contenter du référentiel, de comprendre que le galiléen, c'est le référentiel où les lois de Newton sont appliquées, et le référentiel terrestre, qui est un référentiel par rapport à n'importe quel objet fixe au sol, est un référentiel galiléen. On va formuler le principe, si vous voulez, mathématiquement. Donc, si nous avons un mouvement un objet qui est au repos, un repos, ça veut dire sa vitesse est zéro, ou bien un MRU, ça veut dire sa vitesse est constante. Donc, forcément, cet objet, il est soumis à des forces qui se compensent. Ou bien, il n'est soumis à aucune force, comme dans l'espace. Donc, étant soumis à aucune force, il doit forcément ou bien rester immobile, ou bien avoir un mouvement uniforme, comme vous avez vu avec la petite balle du jeune homme qui a soufflé dessus. Et ces deux sont réciproques. C'est-à-dire, si nous avons ce type de mouvement ou bien ce type d'immobilité, on a forcément les forces se compensent. Et si on a les forces se compensent, nous avons un de ces deux, ou bien immobile, ou bien mouvement MRU. Une petite remarque quand même, ça veut dire quoi somme des forces égale 0? On les appelle la résultante des forces. Ça veut dire le total, la totalité des forces, ok? Si la somme des vecteurs force, c'est le vecteur F1 plus F2 plus F3 et non pas la valeur. Et ça, on va l'avoir plus en détail. Donc ça, c'est le principe de Newton. Revenons à des exemples qu'on a vus dans la vidéo. Ça, c'est le skateboard et la pomme. Et ça, c'est la pomme sur la table. Donc, pour le skateboard et la pomme, vous savez que dans le skateboard, quand il a cogné le poteau, la colonne, le skateboard s'est arrêté. Il a reculé un peu, mais il s'est arrêté, mais la pomme a continué son mouvement. En effet, la pomme est soumise qu'à des forces qui se compensent. Que ce soit ici ou là, des forces qui se compensent sont le poids et la réaction normale, la réaction du support. Ici, le poids et la réaction de la table. Ce sont des forces qui se compensent, l'une annule l'autre. Vous savez, quand nous avons deux forces dont le sens est opposé et valeur égale, elles se compensent, la somme vectorielle des forces est nulle. Donc, comme s'il n'y a pas de force. Dans ce cas, la pomme va continuer son état. Elle était déjà en mouvement, n'est-ce pas? Puisque la somme des forces est toujours égale à 0, donc le poteau n'exerce pas une force sur la pomme, il exerce une force sur le skateboard. C'est pour cela la pomme, elle ne va pas être arrêtée par le poteau, elle était en mouvement, elle continue son mouvement. Elle va forcément tomber car il y a son poids. Mais si elle était dans l'espace, elle va continuer dans un mouvement MRU. Et ici, la pomme était immobile et elle va rester immobile car, c'est-à-dire le principe d'inertie, un objet maintient ou conserve son état de mouvement ou d'immobilité de repos si aucune force, ou bien s'il n'y a pas de nouvelle force qui agit sur lui. Donc les forces restent compensées, il va rester que ce soit immobile ou bien émergé. Cependant, voyons ça. Donc, ces deux expériences. La fille, elle était, si vous voulez, en mouvement par rapport à la table. Voilà. En mouvement par rapport à la table, car la table, elle se déplace, elle va et vient, mais la fille, elle est en train de rester au même niveau par rapport à ce poteau. C'est-à-dire que la table est en mouvement par rapport, c'est la table en mouvement par rapport à la fille, donc la fille est en mouvement par rapport à la table. Mais nous allons appliquer le principe d'inertie par rapport au référentiel terrestre, par rapport au sol. La fille, comment est par rapport au poteau? Elle est immobile. Et là, le crayon, comment est par rapport au sol? Il est immobile. Il est aussi par rapport à l'anneau, car l'anneau ne se déplace pas. Mais une fois que l'anneau
il va être poussé par le doigt de garçon. Le crayon n'est pas immobile par rapport à l'anneau. Si l'anneau se déplace, c'est comme si le crayon aussi est en mouvement. Mais nous allons étudier par rapport au sol. Les deux étaient au repos, n'est-ce pas? Puisqu'ils étaient au repos, parce qu'il n'y a plus la réaction normale, ils doivent, ou bien ils sont censés rester au repos. Si on enlève la table, ou bien on enlève l'anneau, les deux sont censés rester au repos. Et si c'était dans l'espace, ils vont le rester. Mais, parce qu'il y a le poids, alors ils vont tomber directement, là où ils sont, au même niveau. La fille tombe juste au niveau du poteau et le crayon tombe dans la bouteille verticalement. Ils ne vont pas aller ni avec l'anneau, ni avec la table. C'est clair? Ça, on peut dire que c'est le principe de l'inertie dans l'espace, mais parce qu'il y a le poids, il tombe. Alors là, on va voir, si vous voulez, l'autre vers du principe d'inertie qu'on va appeler donc la contraposée du principe d'inertie. S'il y a une force qui ne compense pas une autre, ou bien une seule force, l'objet maintenant ne peut pas être en équilibre, alors il va être en mouvement, comme la fille. Elle est en mouvement dans un mouvement qui varie, etc. Et le crayon en tombant, il va accélérer. Et ça aussi, on va le voir précisément. Maintenant, pour cette nouvelle partie, la résultante des forces, comme c'est mentionné dans le plan du chapitre, ça va être mis à part dans une autre vidéo. Donc, si vous cliquez sur le lien que vous allez voir maintenant sur l'écran, ou bien dans la description box en bas, vous allez voir le lien. Et si vous cliquez sur le lien, vous allez comprendre comment on trace le sigma F, ou bien la résultante de plusieurs forces dont on aura besoin pour le reste du chapitre. Allons aux exemples. On va prendre un ou deux exemples de chaque cas. Donc, pour le premier exemple, un palais. Donc, un palais, c'est comme celui qui se trouve sur le hockey, donc la piste de hockey, ou bien ça, le jeu, d'accord? Le jeu où vous faites glisser un truc avec des objets. Donc, un palais lancé sur la glace, on va supposer qu'il n'y a pas de frottement. Donc, regardez, il va glisser tout simplement. Ce palais-là, à quoi il est soumis? Poids, réaction du support qui est la glace. Donc, le poids et la réaction du support. Voyons, est-ce que ces deux forces se compensent? En fait, on va faire la même chose. On va tracer de P, puis après de l'extrémité de PR, on va voir que ces deux forces se rencontrent au même point. Donc, la première origine, la dernière extrémité sont confondues, alors on va dire que P plus R égale à 0. Alors, ces deux forces se compensent. Vecteur sigma F, donc résultante, donc vecteur sigma F égale à 0. Alors, le mouvement, il va être, puisqu'il est sans frottement, il va être selon une vitesse qui est constante. La vitesse, elle va rester la même, elle n'est pas modifiée, donc c'est un mouvement MRU. D'accord? Et là, c'est un mouvement uniforme. Et là, on peut dire que les vecteurs vitesse, voilà, les vecteurs vitesse sont les mêmes, constants, voyez. Donc, si jamais on va tracer point par point le mouvement de les positions, on va voir que les vecteurs vitesse ont la même valeur. Et ça, c'est évidemment le principe d'inertie. Maintenant, nous allons prendre 4 autres exemples pour mieux assimiler le concept. Premier exemple, une voiture qui freine. On va schématiser la voiture par ce rectangle et on va supposer que le sens du mouvement c'est vers la droite, comme dans la figure. Voyons les forces agissant sur la voiture. Nous avons le poids de la voiture, la réaction du support, la réaction du sol, et nous avons la force de freinage. Est-ce qu'on peut dire que la voiture se déplace selon un mouvement MRU? En effet, il faut voir la somme des forces. Donc, comme on a vu avant, pour voir la somme des forces, il faut retracer le vecteur, donc de l'origine, d'une certaine origine, on trace le vecteur P, de son extrémité, on trace le vecteur R, puis de cette extrémité, on trace le vecteur F. Le vecteur résultant sera le vecteur joignant la première origine qui est le point rouge ici, jusqu'à la dernière extrémité, et on voit que c'est le vecteur sigma F. Le vecteur sigma F, il a la même direction et le même sens que le vecteur F.
en fait, on pourrait savoir ça directement. P et R sont égales et opposées. Donc, on peut les annuler. Donc, il nous reste pour P plus R plus F, ça nous laisse égal à F. Donc, P plus R plus F, si P plus R s'enlève, P plus R, donc P égale à moins R, donc P plus R égale à 0, il nous reste petit f. Donc, sigma f, c'est égal à petit f, donc c'est différent de 0. Puisque sigma f est différent de 0, par suite, le mouvement n'est pas uniforme. Donc, la voiture fait son mouvement selon un mouvement varié, rectiligne varié. Maintenant, est-ce que c'est accéléré ou décéléré? On va le généraliser après, mais on peut le dire déjà dès maintenant. Si ça, c'est le sens du vecteur vitesse, puisque toujours, comme on a dit dans le chapitre précédent, ou bien le sens du vecteur vitesse, c'est lui le sens du mouvement. Alors, si le sigma f est opposé au sens du vecteur vitesse, donc ça va être un mouvement décéléré. Et ainsi, la voiture, elle va avoir un mouvement retardé, décéléré pour arriver éventuellement à s'arrêter. Et ici, c'est bien sûr la contraposée du principe d'inertie. Généralisons un peu ce principe. Donc, le principe inverse du principe d'inertie, si nous avons un système dont le vecteur vitesse est non constant. Vecteur vitesse non constant, ça veut dire ou bien il change de direction, ou bien il change de valeur. Attention, quand je dis un vecteur, donc il faut prendre ces caractéristiques en considération. Et ainsi, on peut avoir deux effets. Ou bien il change de direction, donc la vitesse, elle change de direction, ou bien il change de valeur, donc elle peut être toujours rectiligne, mais ou bien accélérée ou bien décélérée. Et ce cas se présente si le sigma f n'est pas nul, donc il y a un certain sigma f, et comme on a dit pour le principe d'inertie, c'est aussi valable ici, c'est aussi réciproque. Notre deuxième exemple, un palais, le même palais qu'on a vu avant, mais cette fois il est placé sur un plan incliné, donc sur un morceau de glace par exemple, et on a incliné ce morceau de glace. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il peut rester immobile? En effet, si on va voir les forces P et R, on voit que P et R n'ont pas la même direction. Voyons la somme des forces. Donc, on dessine le P, de l'extrémité de P, on dessine R. On voit que la première origine à la dernière extrémité, c'est pas nul, c'est un vecteur. Et ce vecteur, on va l'appeler sigma F. Et on voit que sigma F n'est pas nul. Sigma F n'est pas nul, donc bien sûr, le mouvement ne sera, en fait, il ne sera pas immobile, il sera dans un mouvement et un mouvement qui n'est pas uniforme. Il est varié. Est-ce qu'il est accéléré ou décéléré? Ici, voyons, le sigma f, il est dans le même sens que le vecteur vitesse éventuelle. Donc, ici, il était au repos. Mais s'il va se mettre en mouvement, il va descendre. Donc, le vecteur vitesse est vers le bas. Et le sigma f, il est aussi vers le bas. Donc, ça va être un mouvement accéléré. Ça aussi, on va le généraliser après. Et ça montre bien sûr quoi? La contraposée du principe d'inertie. Si on va garder cet objet en équilibre, bien que le plan soit incliné. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez réaliser ou bien vous pouvez essayer vous-même. Supposons que nous avons un plan, d'accord, donc un plan 3. Je mets un objet sur ce plan et je vais incliner cet objet. Est-ce que forcément ça va glisser? Non, d'accord? Peut-être que ça va arriver à un certain angle où ça va glisser. Voilà, d'accord? Mais à un certain angle, il est resté au repos. Donc, le fait qu'il soit resté au repos, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que nous avons une troisième force qui agit sur cet objet, le poids, la réaction, nous avons une troisième force. Et cette troisième force doit compenser ou bien doit annuler cette résultante. Donc, il faut qu'il y ait une force égale et opposée à celle-ci. Et ça, c'est ce qu'on appelle le frottement. En effet, cet objet, par exemple, il a ici une surface rugueuse et c'est pour cela qu'elle peut ne pas directement glisser. Notre troisième exemple, un exemple très intéressant et que aussi ça relève de la vie réelle, une voiture qui aborde un virage, donc elle va faire aborder un tournant, et il y a une balle qui se trouve posée sur un certain point de la voiture. Okay? Donc, cette balle, elle est là. Et quand la voiture aborde le virage, on va remarquer, ou bien vous pouvez aussi le remarquer vous-même, que la balle, elle se met en mouvement. Donc, elle va aller jusqu'à l'autre côté de la voiture. Très bien. Les forces qui agissent sur la balle, poids et réaction normale, ou bien poids et la réaction de support. Donc, ces deux forces sont égales et opposées, donc elles se compensent. Alors, pourquoi on a dit que la voiture va se déplacer? Pourquoi elle ne reste pas immobile?
Donc, la question peut être, est-ce que le principe d'inertie ne s'applique pas? Voyons. 1. La balle n'est pas déjà immobile. Elle était déjà en mouvement avec la voiture, en un certain mouvement. Et quand la voiture va tourner, là-bas, elle n'est pas soumise à la force qui agit sur la voiture. D'accord? Donc, normalement, on va tourner le volant pour tourner la voiture. Mais là-bas, elle n'est pas soumise à cette force. C'est la voiture qui est soumise à cette force. C'est pour cela, c'est la voiture qui va changer de direction. Mais la balle, normalement, elle doit rester, conserver son état. Donc, si elle était en mouvement, elle va continuer le mouvement MRU. Vous allez me dire, mais ici, ce n'est pas MRU. Et on voit que les distances augmentent. En fait, le principe d'inertie ne s'applique pas dans la voiture. Ça s'applique dans le référentiel terrestre. Donc, au lieu de voir cette photo, il faut voir celle-ci. Et regardez là, la ligne qui joint les points de la balle, les positions de la balle, instant après instant que la voiture tourne. D'accord? On voit que les positions de ces balles sont alignées et la distance entre deux positions consécutives est la même. Donc oui, la balle la poursuit un mouvement MRU, comme on a dit. Et oui, le principe d'inertie, il s'applique, mais il s'applique dans le référentiel terrestre. Par rapport au sol, on voit que la balle fait un MRU, mais pas par rapport à la voiture. Car la voiture n'est pas un référentiel qu'on a dit avant galiléen. Et c'est donc, en d'autres termes, la voiture n'est pas un référentiel où on peut appliquer le principe d'inertie. Donc toujours, si vous voulez, pour cette année, toujours mettez dans votre tête que le principe d'inertie s'applique dans le référentiel terrestre. D'accord? Donc oui, la balle, elle va faire un mouvement MRU, mais par rapport à la voiture, elle va sembler accélérer vers l'autre côté de la voiture. D'accord? Regardez, la position 1 quand la balle elle est là, et la position 5 quand la balle elle est là. Donc de l'autre côté de la voiture. Mais pour la Terre, c'est comme si la balle continue son mouvement MRU. Et ceci, vous pouvez le remarquer facilement quand vous êtes dans une voiture et la voiture, elle tourne, donc elle fait un virage vers la gauche, vous allez vous déplacer un peu vers la droite. Et quand la voiture fait un virage vers la droite, vous allez faire un mouvement vers la gauche. D'accord? Très bien. Donc ici, oui, on a appliqué le principe d'inertie. Et finalement, terminons par notre quatrième exemple. C'est le mouvement de la Terre autour du Soleil. Ça, c'est la Terre, ça, c'est le Soleil. Vous savez qu'en tournant, la Terre, elle tourne avec une vitesse constante. Vous savez toujours que le mouvement de rotation de la Terre autour du Soleil, c'est un mouvement de rotation uniforme, mouvement circulaire uniforme. La vitesse est constante. En principe, normalement. Là, bien sûr, ça peut varier un peu, car vous savez que ce n'est pas vraiment un cercle. C'est une ovale et c'est pour cela, quand elle est proche du Soleil, elle va plus vite. Quand elle est loin du Soleil, elle va moins vite. Mais cette variation, elle est trop petite. C'est pour cela qu'on considère que c'est une vitesse constante. Pourquoi le vecteur vitesse a varié? Ici, le vecteur vitesse a varié dans la direction et non pas dans la valeur. Mais déjà, pourquoi il a varié? Est-ce que le principe d'inertie s'applique là? Effectivement, voyons. Vous savez, d'après le chapitre d'avant, que la force qui agit, c'est la force gravitationnelle, qui a ce sens, dirigée vers le Soleil. Donc, forcément, sigma F, qui n'est que cette F, n'est pas égal à 0. Alors, le vecteur vitesse n'est pas constant. Il change en direction, mais pas en valeur. Et effectivement, on sait très bien que le vecteur vitesse, lui, il est tangent à la trajectoire. C'est pour cela qu'il a des directions, sa direction change. Sa valeur est la même, car on a dit avant aussi, on suppose que c'est circulaire, c'est la même valeur. Donc c'est un mouvement circulaire uniforme. Et là, quel est le principe qui est appliqué? C'est la contraposée du principe d'inertie. Maintenant, on va généraliser ce qu'on a dit avant. Donc, le vecteur sigma f en relation avec les types de mouvements. Donc, si le vecteur sigma f, il a 1. Même direction, même sens que le vecteur vitesse. C'est-à-dire comme dans le premier exemple qu'on a vu. Alors ici, le mouvement sera accéléré. Et accéléré, ça veut dire la direction de la vitesse ne change pas, mais la valeur de la vitesse, elle augmente. Et ça, c'est l'exemple qu'on a vu avant. D'accord? Donc, le sigma f, il a le même sens que le vecteur vitesse, alors le mouvement sera accéléré. Alors, le vecteur vitesse, même direction, mais augmente en tant que valeur.
s'il est perpendiculaire au vecteur vitesse, comme l'exemple qu'on vient de voir, l'exemple de la Terre, donc le vecteur force est perpendiculaire ici, au vecteur vitesse, car vous savez que le rayon, puisque le vecteur force c'est selon le rayon, il est perpendiculaire toujours à la tangente qui est le vecteur vitesse. Quand nous avons ceci, ici, nous pourrons être sûrs que le vecteur vitesse, il va changer certes de direction, parce qu'il est tangent à la trajectoire, mais ne change pas de valeur. Et là, nous avons un mouvement circulaire uniforme. Et si, le troisième cas, le vecteur force, donc la résultante des forces, a la même direction, mais opposée au vecteur vitesse, comme par exemple dans cet exemple, la voiture qui freine, là, comme on a dit avant, c'est un mouvement décéléré. OK? Donc, ces trois cas, on peut les généraliser. L'année prochaine, vous allez foncer plus dans ça. D'accord? Mais maintenant, pour le moment, on va dire ça, car on va l'appliquer maintenant dans un exemple très important et très fréquent, la chute verticale. La chute verticale d'un objet qui pourrait être ou bien ascendante ou bien descendante. Vous vous rappelez de Newton et de l'histoire qui dit que la pomme est tombée sur la tête et suite à ça, il a commencé à se poser la question, pourquoi elle tombe, à cause de quoi, quel est le facteur qui a fait que la pomme tombe. Alors, bien sûr, il y a l'attraction de la Terre, qu'on appelle le poids. Et maintenant, ça c'est une chute verticale. Maintenant, la chute, comme on a dit, elle pourrait être descendante, donc vers le bas, ou bien je peux jeter un objet vers le haut. Par exemple, ça. Ça, c'est un mouvement, une chute aussi verticale, mais ascendante. Donc, on va prendre seulement deux cas. Donc, le premier cas, c'est une chute libre. Le deuxième cas, c'est une chute verticale en présence de frottement. Une chute libre, c'est quoi? C'est effectivement quand le système il n'est soumis qu'à son poids. Peut-être qu'en réalité, il y a toujours des frottements de l'air. Par exemple, si je prends un papier et ce papier il est bien froissé et je le jette, il va tomber sans qu'il soit trop soumis à la résistance de l'air. Mais si ce même papier, je le jette, voilà, il va planer. Alors, il est soumis à la résistance de l'air. Pour cela, on va dire que quand la résistance de l'air ou bien les frottements de l'air, qu'on appelle aussi frottements de l'air, sont négligeables, alors il est en chute libre. Mais sinon, il n'est pas en chute libre. L'exemple, le parachute. Au début, il y avait le poids. Donc, on peut dire qu'il était en chute libre. En fait, il y a toujours la résistance de l'air. Mais quand la résistance de l'air, elle est petite, à cause du fait que, on sait très bien, mais ce n'est pas de votre programme, on sait très bien que la résistance de l'air augmente avec la vitesse. Plus on accélère, plus l'air fait une force contraire. C'est pour cela, au début de sa chute, en début de chute, la personne n'est pas soumise à la résistance de l'air, donc on peut dire que c'est chute libre. Mais après, la résistance de l'air joue un rôle et c'est dans ce cas que cette chute est maintenant en présence de frottement. OK? Donc, on va distinguer ces deux cas et on va les élaborer plus. Donc, la chute libre verticale, on va commencer par la chute libre verticale. Dans le chapitre avant, vous avez dû travailler le pointage d'un objet qui tombe. Et sinon, si c'est nouveau pour vous, ça c'est un logiciel qui peut pointer les positions d'un certain objet en mouvement. D'accord? Pour pouvoir voir de plus près ses positions. Et le logiciel, il y a plein de logiciels, comme le logiciel Tracker, comme le logiciel Avimeca, etc. Donc, et c'est intéressant de les faire et de les essayer. Donc, on a pointé cette balle qui tombe, et on a pris les positions. Regardez, on voit que le vecteur vitesse, il est vers le bas, d'une part. D'autre part, on remarque que la distance entre deux points consécutifs, elle est en train d'augmenter. Donc, ça, c'est un mouvement accéléré. Donc, on peut dire rectiligne accéléré. Bien qu'un peu, ça varie horizontalement, mais ça, c'est une petite erreur. Donc, on va la négliger. Donc, on suppose que c'est une chute verticale et accélérée. Est-ce que c'est une chute libre? Voyons, sur la balle, c'est comme le papier froissé. Donc, la seule force qui agit, c'est qui? Le poids. Donc, est-ce que le principe d'inertie s'applique là? Effectivement, ce qui s'applique, c'est la contraposée du principe d'inertie. Et par suite, la balle, elle va accélérer. D'accord? Bien. Pourquoi accélérer et pas décélérer? Parce que, comme on l'a dit avant, la résultante des forces qui est égale au poids ici,
qui est différent de 0, tout d'abord fait que le mouvement n'est pas uniforme, et puisqu'elle a le même sens que la vitesse, alors ça fait que le mouvement il est accéléré. Alors, si la balle est jetée verticalement vers le haut, on aura toujours la somme des forces et poids, donc toujours le poids il est vers le bas, il n'est pas vers le haut, mais le vecteur vitesse il est vers le haut. Alors, le poids vers le bas est opposé à au vecteur vitesse qui est vers le haut. Alors, forcément, la balle va décélérer, un mouvement qui va être un mouvement décéléré. C'est clair? Et finalement, on clôture par notre dernier exemple, un mouvement de chute verticale, mais qui n'est pas libre. Donc, il y a frottement. On va voir pour cela une petite vidéo trop rapide qu'on va exploiter sur le même logiciel Tracker. Voilà, la vidéo, c'est la chute verticale dans de l'eau sucrée, ou bien ça pourrait être la chute verticale dans un liquide. Ok, voyons. Ça, c'est un objet qui tombe. D'accord? Très bien. On va essayer d'exploiter cette vidéo dans aussi le logiciel qu'on a utilisé avant. Et en exploitant cette vidéo dans ce logiciel, on va pointer les positions. D'accord? Le vecteur vitesse, il est vers le bas, bien entendu. On remarque qu'il y a deux phases, deux parties du mouvement. Cette première partie où les vecteurs les positions sont en train d'être de plus en plus distantes. Donc, la distance est en train d'augmenter. Et ici, nous voyons que la distance entre deux points consécutifs, c'est la même. Alors, on peut dire que nous avons deux cas. Le premier cas, la première phase où le mouvement il est accéléré. Pourquoi? Donc, voyons. Dans cette première phase, on vient de dire que au début, les frottements, donc la résistance du fluide, ici le liquide, avant c'était l'air, la résistance de l'eau ou bien le frottement commence à augmenter parce que nous avons dit qu'au fur et à mesure de la descente, de l'accélération de l'objet, les frottements augmentent. Donc, si avec une grande vitesse, les forces de frottement sont grandes. Donc, au début, donc, le frottement n'est pas égal au poids, il est plus petit que le poids. Donc là, nous avons P plus F qui n'est pas égal à 0, donc ce n'est pas le principe ici, c'est la contraposée. Et le vecteur, ou bien le mouvement, il est accéléré, il n'est pas uniforme, car le sigma F, il a le même sens que V. D'accord? Tandis que dans le deuxième cas, le frottement, il a augmenté. Il a augmenté jusqu'à certains points qu'il devient égal au poids. Donc ici, c'est égal à là. Quand c'est égal, alors l'objet ne va pas bien sûr s'arrêter, parce que lui, il était en mouvement. Et quand c'est égal, il va continuer son mouvement, mais comment? MRU. Donc P plus F égale à 0, c'est un mouvement rectiligne uniforme. Et c'est pour cela, dans l'exemple du parachute, donc du parachutiste, quand il va ouvrir son parachute à un certain moment, il continue à accélérer jusqu'au moment où il continue à descendre avec une vitesse, on l'appelle autrement la vitesse limite. Car il ne peut pas avoir plus que ça. D'accord? Forcément, le frottement ne peut pas atteindre une valeur plus que le poids. Un autre exemple, et on ne va pas le détailler, je le laisse pour vous. Quand vous savez le bungee jumping, une personne qui est accrochée à une corde élastique, elle tombe, l'élastique s'étire, 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 et puis elle monte. Ça, c'est un exemple très pertinent et très intéressant qui effectivement relève de ces principes-là. Le principe d'inertie est la contraposée. Et là, au lieu de parler des forces de frottement, on peut parler de la tension de la corde. Et là aussi, ça passe par plusieurs phases. Je ne vais pas ajouter. Pensez à ça, on se retrouve dans une autre fois. Voilà que notre chapitre est terminé. Donc, dans ce chapitre, comme une petite conclusion rapide, on a fait le principe d'inertie, sa contraposée. On a pris plein d'exemples, 4 à 5, et même les exemples à la fin, pour pouvoir appliquer et confirmer les deux principes. Et ça, c'est un début des lois de Newton. Donc, première loi de Newton, c'est ça. La troisième loi de Newton, vous l'avez apprise dans le chapitre avant, qui est l'action réciproque, donc action et interaction, plutôt interaction, donc les actions réciproques. Il nous reste la deuxième loi de Newton que vous allez la voir l'année prochaine et l'année d'après. J'espère que vous avez bien compris.
exercices. Toujours, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire en bas dans la partie commentaires ou bien me les envoyer personnellement. N'oubliez pas de faire subscribe, donc de vous abonner à la chaîne pour être notifié, surtout en cliquant sur le bouton ringtone pour être notifié de vidéos éventuellement que je vais mettre. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.